Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un petit système qui va nous occuper sur 2 cours. Alors, le système excréteur, comme vous voyez à l'écran, c'est un système qui englobe plusieurs petits systèmes ou morceaux de système. Tous ces systèmes sont reliés par une fonction d'excrétion. Ils cherchent à évacuer certains déchets que notre corps va créer. Alors, on va souvent assimiler le système excréteur au système urinaire qu'on voit à l'écran, mais en fait nous excrétons des déchets, des extrants de plusieurs manières dans notre corps. Tout d'abord, on va essayer de comprendre que notre corps cherche constamment à maintenir un équilibre efficace et fonctionnel dans ses différentes constantes, température, pression artérielle, concentration en différentes substances comme le glucose, le calcium, le chlorure de sodium, etc. Alors, la gestion de cet équilibre s'appelle l'homéostasie. Alors, pourquoi on en parle dans ce cours? Eh bien, parce que l'homéostasie, c'est la conservation des substances intéressantes, mais c'est aussi l'évacuation des déchets produits qui, pour certains d'entre eux, on va le voir, sont toxiques. On voit à l'écran les différentes manières que notre corps a d'évacuer des déchets. On a déjà parlé des matières fécales qu'on élimine lors de la terminaison de la digestion. Nous allons parler de l'urine que nous excrétons suite à la filtration du sang dans ce cours et dans le prochain. Et on va rapidement rappeler que lorsque l'on expire, on évacue un déchet métabolique, le dioxyde de carbone. Et notre corps évacue en permanence de la chaleur, représentée par les flèches rouges à l'écran. Et il utilise notamment un moyen pour accélérer cette évacuation de chaleur, c'est la sueur, donc de l'eau salée, qui permet une amélioration de l'évacuation de la chaleur. Toutes ces substances sont appelées des extrants. On les voit représentés à l'écran, donc les matières fécales, l'urine, la sueur, l'expiration du dioxyde de carbone et la chaleur. Ce sont tous soit des substances chimiques ou des rayonnements qui sont pour la plupart issus des réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps. Alors, petit rappel que pour les matières fécales, elles ne sont pas le résultat du métabolisme du corps, dans le sens où ce sont pour la plupart des matières qui n'ont pas été digérées, qui sont donc passées à travers le tube digestif sans réellement rentrer dans nos cellules. On en avait déjà parlé lors du système digestif, donc ces matières fécales contiennent notamment des résidus, des glucides complexes qu'on appelle des fibres alimentaires qui ne sont pas digérées mais qui servent à améliorer le transit, le déplacement des matières digérées. Beaucoup évidemment de bactéries, la flore intestinale, un petit peu d'eau, idéalement pas trop. Lorsque l'évacuation des matières fécales se fait normalement, il y a un petit peu d'eau mais pas trop. On avait déjà parlé du fait que lorsqu'il y a un problème, une irritation ou une infection sur place, il peut y avoir plus d'eau évacuée dans les excréments. Et quelques sels minéraux, et également qu'on va retrouver dans ces matières fécales. Petite parenthèse sur une maladie assez connue qui s'appelle la jaunisse, qui va teindre la peau et notamment le blanc des yeux en jaune. Alors elle est due à un problème digestif, un problème au niveau du foie. Foie qui produit le colorant jaune, alors par des réactions diverses qui viennent de la gestion des vieux globules rouges, qui produit les pigments qu'on retrouve à la fois dans les matières fécales et dans l'urine. Et donc ces pigments sont en partie dans le sang et en partie éliminés dans les matières fécales. Et lorsqu'ils s'accumulent dans le sang, eh bien on peut voir la coloration jaune apparaître à la surface de la peau et dans le blanc des yeux. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette maladie la jaunisse. Petit retour très rapide sur le dioxyde de carbone évacué lors de l'expiration grâce au système respiratoire. On se rappelle que les cellules absorbent le dioxygène pour faire la respiration cellulaire. Elles relâchent du dioxyde de carbone qui est envoyé dans le réseau circulatoire, le réseau sanguin, grâce aux globules rouges qui vont l'évacuer lors de l'expiration dans les poumons. Petite parenthèse également sur le monoxyde de carbone, une petite molécule qu'on peut retrouver dans l'air lors d'une mauvaise combustion et qui va s'accrocher à l'hémoglobine des globules rouges et qui va en fait gêner l'arrivée du dioxygène. Alors c'est une molécule relativement problématique puisqu'elle va entraîner un dysfonctionnement du métabolisme par manque de dioxygène.
Donc cette molécule, le monoxyde de carbone, on la surveille lorsqu'on utilise par exemple des fours à combustion qui pourraient éventuellement libérer ce gaz. La sueur, c'est donc un liquide relativement salé qu'on connaît bien, qui sort par les pores de notre peau et qui permet notamment l'évacuation de la chaleur. Alors la peau, on y reviendra plus tard dans l'année, fait partie de ce qu'on appelle le système tégumentaire, et donc grâce à ce mécanisme d'élimination de chaleur, il y a de l'eau qui est évacuée. Eau qui contient non seulement des sels minéraux, mais quelques déchets azotés, on va y revenir, et même un petit peu de dioxyde de carbone. On va rapidement passer sur des problèmes de gestion de chaleur. Donc, en cas d'accumulation de chaleur dans le corps, que ce soit par une température très élevée à l'extérieur ou par un métabolisme intense dû à une maladie, une infection, donc de la fièvre, la température du corps peut monter, et à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle une hyperthermie, et à partir de 42-43 degrés Celsius, le corps commence à souffrir et certaines cellules peuvent commencer à être détruites. On fait un petit retour aussi sur la chair de poule, donc un mécanisme relativement peu connu. Ce qu'on pense, c'est que c'est un vestige probablement d'un mécanisme plus efficace qui existait donc il y a probablement longtemps au niveau évolutif. On sait que lorsqu'on a la chair de poule, les poils de notre peau se hérissent suite à la contraction du petit muscle qui les contrôle, et en se hérissant, il crée une sorte de texture particulière qui, si elle est vraiment probablement plus intense que ce qu'on voit à l'écran, crée des petites capsules d'air qui, à la limite, on peut penser, créent une couverture d'air qui se réchauffe autour de nous. On enchaîne avec l'hypothermie, donc une faible température. Alors, en cas de faible température autour de nous, le corps va également réagir. Lorsqu'il fait très chaud, donc c'est la sueur qui va être éliminée et son passage à l'état gazeux va éventuellement nous permettre de nous rafraîchir. Lorsqu'il fait trop froid, eh bien le corps va tout faire pour limiter les pertes de chaleur. Alors il va enfouir en profondeur les vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins qui sont proches de la peau normalement et qui donnent la coloration rosée, parfois rouge à certains endroits, rougeâtre de la peau, cette peau-là va devenir de plus en plus blanche puisque les vaisseaux sanguins, comme on le voit à l'écran, descendent de plus en plus en profondeur s'il fait trop froid. On est rendu à l'urine. L'urine, donc ce liquide qu'on évacue à chaque jour par notre système urinaire. On verra son fonctionnement dans le deuxième cours. Alors l'urine, c'est essentiellement de l'eau, évidemment, et ça contient, normalement, quand tout va bien, principalement, uniquement des déchets azotés, représentés par la lettre N de l'azote ici. Alors ces déchets azotés proviennent notamment de la dégradation et du métabolisme de la gestion des protéines dans notre corps. Ils sont toxiques et c'est la raison pour laquelle on va les enlever en permanence dans notre corps. Il ne faut pas qu'ils s'accumulent. On commence à voir rapidement le système urinaire. Alors, présenté à l'écran comme excréteur, encore une fois, il est souvent confondu avec le système excréteur, mais on préférera cette année prendre le système excréteur comme l'ensemble des moyens d'excréter des déchets de notre corps. Alors le système urinaire, lui, évacue l'urine. L'urine est créée par la filtration du sang à travers les reins. On a 2 reins. Reins qui communiquent avec la vessie par un long canal qui s'appelle ureter. La vessie est l'organe qui récupère l'urine créée dans les 2 reins. Et lorsque la vessie est pleine, on va évacuer l'urine par l'urètre. Petit problème relativement connu qu'on va nommer maintenant, qu'on vient de parler des reins, les fameux calculs rénaux ou pierres aux reins. Donc ce sont des cristaux, alors relativement fréquents comme situation, on connaît tous quelqu'un qui a eu ce problème, donc qui vont se créer dans les reins et qui vont gêner la circulation de l'urine, éventuellement bloquer la sortie de l'urine dans l'urétère et éventuellement descendre et gratter, frotter les parois de l'urétère en descendant. Alors lorsqu'ils descendent, ces petits cristaux
il crée une très très forte douleur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'urine? Alors on peut voir sur 1 litre d'urine, ou 1 kilogramme, 1000 grammes d'urine, mais on va retrouver en principe 950 grammes d'eau, donc 95% d'eau finalement. On va y retrouver un petit peu de sel, du chlorure de sodium, et les principaux déchets qu'on y retrouve, c'est l'urée, qui évidemment a un nom qui est lié à l'urine, l'acide urique, donc dérivé de l'urée, et l'ammoniac qui peut donner une certaine odeur notamment à l'urine. Donc ce sont ces 3 déchets qu'on appelle les déchets azotés. On y retrouve également quelques sels minéraux, mais ce sont surtout ces 3-là qui sont évacués en priorité. On terminera par l'infection assez commune de la vessie, qui peut s'aggraver si on la laisse traîner. Donc lorsque des bactéries rentrent par l'urètre et s'installent dans la vessie, on va appeler ça une cystite, ça va créer des douleurs, notamment lorsque l'on va uriner, des brûlures ou des picotements à la sortie de l'urine. Alors ces bactéries peuvent éventuellement remonter dans l'urétère et aller infecter le rein. Donc ce sont des douleurs qu'il ne faut pas négliger, car une infection qui remonte dans le rein deviendrait relativement problématique. Voilà pour ce premier cours sur le système excréteur.